bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et on se retrouve donc pour la deuxième vidéo de la chaîne. Alors premier point, je tenais à vous remercier à tous pour vos retours, donc à la suite de la première vidéo, donc, qui était sur l'analyse de l'action LVMH. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai investi effectivement dans un nouveau micro, donc le son va être de bien meilleure qualité à partir de maintenant. Donc la deuxième vidéo aujourd'hui, ça va être donc l'analyse de l'action ASML. Donc ASML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de semi-conducteurs européenne, donc néerlandaise très précisément, et on va voir ça en détail tout de suite. Donc pour commencer, j'ai fait un petit sommaire de l'analyse donc, qui se découpe en 4 parties. Donc une première partie sur laquelle on va voir en détail la société, qu'est-ce qu'elle fait, ses résultats, comment sont réparties ses activités, géographiquement, sectoriellement, etc. La deuxième partie, donc l'analyse quantitative, qui va nous permettre de mettre une note par rapport aux chiffres de l'entreprise, donc par rapport à ses marges, à son ROCE, à sa croissance, etc. L'analyse fondamentale, donc qui va permettre d'aller un peu plus en profondeur et d'interpréter ces premiers résultats qu'on a eu grâce à l'analyse quantitative et de déterminer si l'entreprise est réellement de qualité ou non. Et enfin, donc, le juste prix, où là, on va s'intéresser à la valorisation actuelle de l'entreprise. On va voir un peu comment, personnellement, en tout cas, je m'y prends pour essayer de déterminer un juste prix et pour essayer de voir si l'entreprise est intéressante à acheter en ce moment ou pas. Donc on enchaîne et on commence par la présentation de la société ASML. Donc ASML, comme je l'ai dit, est une société basée aux Pays-Bas, donc qui a une capitalisation de 240 milliards d'euros et qui est donc éligible au PEA. Elle verse un dividende d'environ 1% et elle est dans le secteur technologique, et très précisément même des semi-conducteurs. C'est une entreprise donc, qui a été fondée en 1984 en tant que co-entreprise entre ASML International et Philips. Donc elle est devenue indépendante en 1988, et ensuite elle a fait quelques acquisitions comme Mask Tools en 1999, Brion Technologies en 2007, et Hermès Microvision en 2016. Et en mai 2021, donc ASML emploie plus de 28 000 salariés, et sa part du marché mondial des machines de production de puces dépasse 80%. Puisque donc la particularité d'ASML, c'est que ça ne va pas être une entreprise qui fabrique donc des semi-conducteurs, comme on peut retrouver chez TSMC par exemple, mais c'est une entreprise qui fabrique les machines qui servent à fabriquer les semi-conducteurs. Donc c'est un peu le fabricant de pioches dans l'analogie de la ruée vers l'or, pour ceux qui connaissent. Donc effectivement, ASML possède une part de marché très grande, puisqu'elle a une technologie qui est unique, la technologie de la lithographie EUV. Donc en fait, la lithographie EUV va servir à fabriquer des semi-conducteurs en utilisant des rayons X, donc qui sont à la longueur d'onde plus courte que les rayons lumineux classiques. Et donc en fait, on va imprimer, grâce à ces rayons X, on va imprimer donc les semi-conducteurs sur une plaquette, voilà, tout simplement sur une plaquette de silicium. Donc cette technologie, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante et pourquoi est-ce qu'elle est entre guillemets révolutionnaire? C'est parce qu'elle permet de créer des puces avec des semi-conducteurs donc inférieurs à 5 nanomètres, donc 5, 3, 2, etc. Et donc ça va être notamment des puces qui sont utilisées dans les iPhones, dans les MacBooks. Et pour ceux qui ont regardé donc la dernière présentation d'Apple ou qui sont familiers avec ce que fait l'entreprise Apple, vous savez probablement que depuis quelque temps, Apple a centralisé, a repris en interne toute la production de ses puces, et notamment donc toutes les puces qu'on retrouve dans les MacBooks aujourd'hui, donc M1, M2, M3, sont des puces qui sont fabriquées grâce à des machines de ASML, puisque ce sont des puces inférieures de mémoire, je crois que la puce M3, donc on est sur du 3 nanomètres. Donc c'est vraiment une technologie clé et qui est utilisée donc par des clients très avancés que vous connaissez tous, comme TSMC, Samsung, Qualcomm, etc. Et donc ASML est la seule entreprise capable de fournir cette technologie. On a aussi Canon qui est capable d'imprimer donc des semi-conducteurs de 2 nanomètres, mais Canon utilise une autre technologie qui est moins appréciée par l'industrie et qui est moins utilisée. Donc ASML a vraiment une position de leader sur ce marché. Ensuite, si on prend un peu les derniers résultats d'ASML, donc au troisième trimestre 2023, on voit que cette technologie EUV représente 35% de part du marché, et ensuite on retrouve donc les autres différentes technologies de fabrication des semi-conducteurs, et on voit que en termes de part de marché, donc la Chine a représenté 46%, ensuite on a Taïwan avec 24%, la Corée du Sud, etc.
Si on prend le breakdown géographique sur l'année 2022, on voit que toujours, on retrouve Taïwan avec 38%, la Corée du Sud, la Chine, les États-Unis. Donc vraiment une très grande majorité de ces clients et ton chiffre d'affaires surtout qui est en Asie. Et ce qui, on va le voir, va entraîner potentiellement des risques, notamment des risques géopolitiques sur cette entreprise. Et si on regarde par secteur, donc on voit que la technologie EUV, donc extrême ultraviolet, représente donc 33% du chiffre d'affaires en 2022. Et quelque chose de très intéressant aussi avec ASML, c'est que les services qu'elle peut proposer représentent 27% du chiffre d'affaires. Donc les services va être tout ce qui va accompagner la mise en place des machines, donc les outils qui vont servir à piloter ces machines, mais aussi donc tous les services de maintenance qui vont être déployés pour maintenir ces machines. Puisque les machines sont des machines qui coûtent très cher et qui ont une durée de vie très longue, et donc au fil du temps, enfin pendant toute la durée de vie des machines, ASML va fournir des services de maintenance. Et en termes de management, donc à la tête d'ASML, on retrouve le CEO Peter Wenick, qui est là depuis 1999, et le CFO Roger Dassin depuis 2018. Maintenant, passons à l'analyse quantitative d'ASML, et là vous allez voir qu'on a vraiment affaire à une très belle valeur. Donc on a un ROCE très beau, hein, donc 47% sur un an, 21% sur 5 ans, 16% sur 10 ans. On a des profits magnifiques, donc avec une marge brute de 46%, une marge opérationnelle de 25%, une marge nette de 23%, et on a des dépenses en CAPEX qui sont très faibles, donc à 20%, ce qui est très appréciable pour une entreprise qui fournit ce type de matériel. En termes de croissance, on a une très très bonne croissance avec 35% sur un an, 19% sur 5 ans, 17% sur 10 ans, et on a une croissance prévisionnelle sur les 5 prochaines années de 18% par an. Si on prend ensuite les free cash flow, donc on a une baisse des free cash flow sur la dernière année avec moins 36%, mais globalement on voit que sur 5 ans et sur 10 ans on est en hausse avec 45% et 32%. Si on prend ensuite le dividende, idem ici on a une très belle croissance avec 6% sur la dernière année, 36% sur 5 ans, 28% sur 10 ans, et on a un nombre d'années d'augmentation ininterrompue du dividende qui se situe à 3. Donc là on perd un peu de points sur ce critère. Ensuite, donc, au niveau de la santé, on a des dettes qui sont très faibles pour ASML avec 0,49 sur le ratio de dette sur EBITDA et un payout ratio de 24%, ce qui est encore une fois très faible. Si on récapitule, vous pouvez voir qu'on arrive à une note de 16,5 sur 20. Donc, pour rappel, vous pouvez retrouver tous les barèmes en faisant pause sur la vidéo. Je détaille donc les barèmes qui sont pris en compte pour la notation de chaque note. Et donc on essaye de trouver des entreprises qui sont au-dessus, qui sont notées au-dessus de 12 sur 20. Donc là on est à 16,5 sur 20, donc on est réellement sur une très belle boîte. A noter que je reviendrai dans une prochaine vidéo sur cette méthodologie d'analyse quantitative, et notamment sur tous les ratios qu'on utilise, et tous les barèmes qu'on utilise, et pourquoi on les utilise, donc dans une prochaine vidéo, mais ça ne va pas être l'objet de celle-ci. Donc si on regarde maintenant ASML par rapport à ses concurrents, on voit qu'on a 3 concurrents américains qui sont aussi très bien notés, donc Kaela Corp, Applied Materials et Lam Research. Et on a ensuite 2 concurrents japonais, donc avec Canon et Nikon, donc Canon qui pour le coup a une très mauvaise note, avec 4 sur 20, et Nikon qui n'est pas noté. Parce que tout simplement je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations sur Nikon. Si on compare la performance d'ASML sur les 10 dernières années au S&P 500, on voit qu'on a une performance exceptionnelle, puisqu'on a fait en moyenne 15,37% de plus que le S&P 500 par an. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder la performance d'une action par rapport au S&P 500 ? Puisque si on fait du stock picking, et si on va chercher des entreprises de qualité sur lesquelles investir, c'est évidemment pour faire mieux que le S&P 500, ou en tout cas pour essayer de faire mieux que le S&P 500. Donc si c'est pour faire moins bien ou pareil, autant investir sur un ETF. Donc c'est pour ça que personnellement, quand je regarde une valeur, j'essaye toujours de regarder si elle a surperformé ou non le S&P 500, et si ce n'est pas le cas, je ne préfère pas investir dessus, puisque dans ces cas-là, je préférerais investir sur un ETF S&P 500, tout simplement. Et évidemment, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, on peut quand même plutôt déduire qu'une entreprise qui a surperformé par le passé va continuer à surperformer
dans le futur, ou en tout cas au moins sur les 5 prochaines années. Si on continue donc avec l'analyse fondamentale d'ASML, on voit qu'au niveau des forces, donc on a un secteur des semi-conducteurs qui est en croissance et qui surtout est extrêmement stratégique. Et on a une entreprise qui est poussée par beaucoup de gouvernements, et notamment au sein de l'Union européenne, puisque c'est un secteur clé pour le développement des économies dans le futur. C'est une technologie de pointe et ASML est leader sur son marché. Et c'est une entreprise qui est en avance technologique sur ses concurrents, comme par exemple sur Nikon et sur Canon. Et c'est une entreprise qui a également amélioré énormément son efficience opérationnelle au cours des dernières années, et ça se ressent dans ses marges. On a également à noter quelque chose de très important, des processus de collaboration qui sont mis en place avec les clients de longue date, et notamment ces clients principaux, donc qui sont Intel, Samsung et TSMC, qui possèdent 23% des parts d'ASML. Donc en fait, comme on va le voir, ASML est une entreprise qui repose sur peu de clients, donc ce qui est une faiblesse pour elle, mais qui, selon moi, est compensée par cette force, qui est que les clients principaux d'ASML possèdent directement des parts, donc ils sont vraiment skin in the game, et ils n'ont aucune raison de passer par un autre fournisseur que ASML pour leurs machines les plus sophistiquées. Et donc ensuite, également j'ai noté en point positif donc les services d'ASML qui croient de manière très rapide et qui comptent pour environ 25% du chiffre d'affaires. Au niveau des risques, j'en ai brièvement parlé, mais on a des risques géopolitiques, et effectivement, vu que un de ses clients principaux est TSMC, donc qui se situe à Taïwan, on a un risque forcément de guerre entre la Chine et Taïwan, mais j'ai envie de dire, si jamais ça devait arriver, toutes les entreprises de la tech dans tous les cas seraient impactées, puisque la majorité d'entre elles, et notamment Apple, se fournissent chez TSMC pour leurs puces. Donc ensuite, on a une industrie qui est complexe, avec des risques de disruption. Donc effectivement, c'est le problème de l'industrie technologique en règle générale, hein, d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas à l'abri que dans 3 ans, on ait une nouvelle technologie qui vienne complètement disrupter le marché et qui rende la technologie d'ASML obsolète. Et donc on a une boîte qui dépend que de quelques clients stratégiques comme TSMC, Samsung, Intel, et qui vend des produits très chers avec un cycle de vie long. Et on a également donc un business qui dépend de composants et de matières premières très rares. C'est le cas dans beaucoup dans beaucoup de produits technologiques. On a besoin de terres rares, on a besoin de métaux qui sont compliqués à trouver, compliqués à extraire et qui peuvent poser problème. Donc si la chaîne d'approvisionnement, venait à être compromise. Ensuite, si on passe aux produits, donc ici, on a des produits qui sont essentiels selon moi, puisque ASML est la seule entreprise qui est capable de fournir les machines capables de fabriquer aujourd'hui les semi-conducteurs les plus avancés du monde pour équiper donc les iPhones, les Mac et autres appareils technologiques de pointe. On a des produits qui ne sont pas forcément achetés régulièrement, donc ici j'ai mis neutre, puisque ASML vend des machines qui ont des cycles de vie longs et qui sont des one-time purchase, mais on a également en compensation de la vente de services et de logiciels pour accompagner ces machines qui fournissent des revenus récurrents à ASML dans le temps, donc pour moi qui compense un peu ce point négatif. Ensuite, on a des produits qui sont vendus très cher pour le coup, hein, puisque une machine d'ASML coûte environ 200 millions de dollars. On a des produits qui sont achetés par une très faible base de clients, puisqu'on a vu l'entreprise dépend d'une poignée de clients clés. Et on a des produits qui ne résistent pas au changement selon moi, car même si ASML dispose de brevets et est le leader aujourd'hui sur cette technologie, on n'est pas à l'abri d'une innovation ou d'une disruption qui arriverait dans les prochaines années. Au niveau du positionnement, par contre, pour moi, c'est un sans faute, puisque c'est une entreprise qui est appréciée par ses clients, puisque ses clients possèdent même des parts dans l'entreprise ASML. On a une entreprise qui est unique, puisqu'elle dispose de brevets, et c'est la seule entreprise capable de développer la lithographie EUV. C'est une entreprise qui est leader sur son marché, avec environ 80% de parts de marché. C'est une entreprise qui, du coup, résiste très bien à la concurrence, et c'est la seule entreprise qui est capable de proposer de tels produits, donc effectivement, elle dispose d'un pricing power très fort. Au niveau du management, moi j'ai mis que l'entreprise n'était pas facile à diriger, parce qu'il faut un management très compétent, notamment pour pallier aux différents risques, que ce soit les risques géopolitiques, les risques d'approvisionnement, mais également le cycle de vie long des machines, toute la recherche et le développement qu'il y a à faire pour continuer cette course technologique, pour suivre la loi de Moore.
Donc pour moi c'est une entreprise qui est complexe à diriger et qui évolue surtout dans un secteur complexe. On a une entreprise qui a des dettes faibles, par contre, donc avec 0,49 en dette sur EBITDA. On a une entreprise qui a un fort potentiel de croissance dans les prochaines décennies, notamment, vous connaissez tous, hein, mais avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on va avoir des besoins de plus en plus forts en semi-conducteurs. On a des produits qui sont très chers et technologiques, donc un grand soin est apporté à leur fabrication, et on a un management qui, selon moi, est compétent et a su très bien diriger l'entreprise par le passé. On a une entreprise qui a des dépenses en capex faibles, donc seulement 20% comme on l'a vu. Une entreprise qui a des grandes douves, donc Morningstar lui attribue la note maximale de grandes douves croissantes. On a une entreprise qui a une bonne allocation du capital, avec une notation excellente d'après Morningstar. Une entreprise qui par contre opère dans un secteur cyclique. Donc effectivement le secteur des semi-conducteurs est cyclique, et comme on l'a vu, et comme l'a très bien expliqué le management pendant les résultats du troisième trimestre 2023, donc l'année 2024 va être une période de creux. C'est pour ça d'ailleurs, comme on va le voir, que l'entreprise aujourd'hui n'est pas chère, et que je pense que c'est un bon moment pour créer une position sur cette entreprise, puisque les ventes vont stagner en 2024 et sont prévues pour repartir à la hausse en 2025-2026, puisque donc le secteur des semi-conducteurs est cyclique, et que après le Covid et la pénurie de semi-conducteurs qu'il y a eu, un gros investissement a été fait dans les capacités de production, qui aujourd'hui doit être lissé pour que les clients d'ASML puissent réinvestir dans leur capacité de production. Et on a évidemment donc une boîte qui évolue dans un marché en croissance, puisque le marché des semi-conducteurs va continuer à croître dans les prochaines années. Si on récapitule, donc sur la note fondamentale, donc moi je lui attribue une note de 14,5 sur 20, et donc ce qui la situe dans le haut du panier. Donc ici, pareil que sur l'analyse quantitative, on va aller chercher des notes qui sont au-dessus de 12 sur 20, pour vraiment dénicher de belles entreprises. Si on passe donc à la dernière section de notre analyse, donc le juste prix, on peut voir que le premier point sur lequel je m'appuie, donc ça va être l'estimation d'une valeur intrinsèque pour l'entreprise. Donc ce qu'on va appeler la Fair Value Estimate, donc abrégé FVE. Donc ici qui est de 634,70 €. Donc comment on calcule cette valeur? Moi j'aime bien en fait faire la moyenne de plusieurs sources. Donc je vais utiliser une méthode de discounted cash flow, donc qui sera une méthode de calcul relativement classique, mais qui a tendance à être, je trouve, trop conservatrice. C'est-à-dire que si on s'appuie uniquement sur cette méthode, on va souvent arriver à des prix qui sont très faibles par rapport au prix actuel des actions, et en fait on va se retrouver à ne jamais acheter les boîtes, puisqu'on ne trouvera jamais d'opportunité pour rentrer dans ces boîtes. Ensuite, donc, j'aime bien prendre la Fair Value Estimate de Morningstar, la valeur estimée de Guru Focus, de Refinitiv et de TipRanks. Donc l'avantage c'est que on a en fait en fonction des typologies des notations, donc Morningstar qui va être plutôt conservateur, Guru Focus et TipRanks qui vont être plutôt bullish, et Refinitiv qui va être plutôt dans la moyenne également. Donc en faisant la moyenne de ces 5 notations, on arrive à un prix qui est assez intéressant, et sur lequel on applique une marge de 10%. C'est-à-dire qu'on va multiplier cette moyenne par 0,9 pour appliquer une marge de 10%, et pour vraiment se garantir une certaine sécurité. Donc si on trace ce prix sur la courbe, on voit qu'actuellement l'entreprise est aux alentours des 600 €, donc on est en dessous de notre Fair Value Estimate. Donc ça veut dire que c'est un très bon moment pour l'acheter, puisqu'on a une différence de 5,56% entre donc, la Fair Value Estimate et le prix actuel de l'action. Donc on l'achète à une décote. C'est ça que ce ratio veut dire, c'est qu'on l'achète à une décote de 5,56%. Donc évidemment, je le rappelle, ça ne fait jamais de mal, donc ceci n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous capables de faire vos propres choix, et je n'incite personne à acheter l'entreprise en ce moment, je ne fais que publier mon avis personnel et mes propres calculs et ma propre analyse. Donc ensuite, si on continue, donc moi j'aime bien comparer également le PE de l'entreprise, donc le Price to Earnings Ratio, avec son PE historique. Donc ici je vous ai mis 3 informations, donc le PE de l'industrie, donc qui va reprendre le PE de toute l'industrie des semi-conducteurs, le PE sur 10 ans, donc qui va être la médiane du PE sur les 10 dernières années pour ASML, et le PE actuel de l'entreprise. Donc
Moi, je calcule ce ratio en prenant uniquement le PE sur 10 ans et le PE actuel, parce que j'estime que le PE de l'industrie n'a pas forcément trop d'intérêt en tant que métrique, puisqu'il va être souvent sur des valeurs de qualité, en tout cas, il va être souvent beaucoup trop faible par rapport à son PE historique, puisque si l'entreprise est de très bonne qualité et de meilleure qualité que son industrie, forcément, elle va se payer plus cher. Donc, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de comparer son PE actuel par rapport à son PE historique. Donc ici, on voit qu'on a une différence de 8,16%, donc c'est-à-dire que aujourd'hui, l'entreprise se paye moins cher par rapport à ce qu'elle se payait historiquement. Donc ce qui va être très intéressant également. Et ensuite, donc pour résumer, on voit qu'on a une très belle entreprise, hein, avec 16,5 sur 20 en note quantitative, 14,5 sur 20 en note fondamentale, une surperformance sur les 10 dernières années de 15,37% par rapport au S&P 500, une fair value estimate de 634,70 euros, un price to fair value estimate de 5,56 et une différence de PE de 8,16. Donc tout ça qui nous donne un score de 38. Donc comment on calcule ce score? On le calcule en additionnant donc la note quantitative, la note fondamentale et la note de valeur. Donc la note de valeur va être prise en additionnant donc le price to fair value estimate, la différence de PE, et en les divisant par 2. Donc en faisant la moyenne des deux, donc ici la moyenne de 5,56 et de 8,16, qui nous donne la note de valorisation. Donc si cette note est positive, elle va s'additionner à la note globale, et si elle est négative, donc c'est-à-dire que l'entreprise est trop chère aujourd'hui par rapport à ce qu'on voudrait la payer, elle va venir se soustraire au score global. Et ici, donc, on va considérer qu'une entreprise est intéressante à partir de 24. Pourquoi 24 ? Puisque, comme on l'a dit, on cherche des entreprises qui sont au minimum de 12 en note quantitative et de 12 en note fondamentale, et qui sont à leur juste prix. Et donc, si elles sont à leur juste prix, la note de valorisation va être de 0, tout simplement. Donc, on va avoir un score de pile 24 au minimum que l'on va aller chercher pour nos entreprises de qualité, tout simplement. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté donc cette deuxième analyse d'ASML. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour découvrir donc les nouvelles analyses qui vont sortir. Et également, donc je précise que je vais faire une vidéo pour expliquer un peu plus en détail ma méthode d'analyse. Et n'hésitez pas également à me partager vos méthodes, les ratios et les données que vous utilisez pour analyser vos entreprises. Ce sera toujours intéressant d'échanger là-dessus. Merci à tous et à une prochaine.